Heureux de vous retrouver pour ces nouveaux numéros pour l'année nouvelle. Madame, Monsieur, merci de l'attention que vous n'avez cessé de renouveler à votre magazine Le Point. Le Point reçoit aujourd'hui Monsieur Chris Mukendi. Il est secrétaire national adjoint en charge de la propagande de l'AFDC. Et il est aussi communicateur de ces partis politiques. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci, le plaisir est pour moi. J'imagine que comme communicateur, eh bien, vous faites beaucoup de plateaux. Bon, on comprend, c'est aussi un peu votre boulot. Oui, c'est dans le cadre de la propagande déjà. Oui. Donc, il faut prêcher la bonne nouvelle de l'AFDC et de l'AFDCA, mais aussi propager la nouvelle de l'Union Sacrée, qui est une structure qui a été mis en place par le chef de l'État pour pouvoir l'accompagner à achever son premier mandat. Et donc, en tant que secrétaire national en charge de la mobilisation, nous avons la responsabilité de pouvoir rendre visibles les activités du parti, mais aussi parler au nom du parti, mais également prêcher la nouvelle, la bonne nouvelle. Ben, on verra bien si l'Union Sacrée est maîtrise des bonnes nouvelles, parce qu'on a eu l'impression du contraire. Mais on va parler de cela parce que cette émission va être dans l'air du temps. Parler de 3 ans de Félix Tshisekedi à la tête de la République démocratique du Congo. Mais j'aimerais quand même revenir sur votre parti et votre regroupement politique. Comment vont l'AFDC et l'AFDCA aujourd'hui que clairement vous avez décidé de vous aligner dans l'Union Sacrée après avoir été presque martyrisé par le FCC? Il faut dire que le parti se porte bien. Il a été reconstitué parce que vous savez, lorsque nous avons décidé de quitter le FCC, le parti était victime d'une sorte de dédoublement. Heureusement qu'avec l'actuel régime qui prône un état de droit, le président de la République n'a pas permis, et le ministère de l'Intérieur aussi, n'ont pas permis à ce que l'AFDC connaisse les mêmes sorts que les partis politiques de l'époque qui ont été dédoublés. Donc aujourd'hui, nous avons été rétablis dans nos droits et nous sommes membres intégrantes de l'Union Sacrée et nous y travaillons pour sa consolidation, nous y travaillons pour accompagner les chefs de l'État à finir son mandat et nous considérons aujourd'hui que le parti a été requinqué, mais aussi tout récemment, le président statutaire qui est notre autorité morale, Modeste Bahati, a procédé à la mise en place d'une nouvelle équipe parce que vous savez que 2022 c'est une année préélectorale, donc il est d'obligation pour des partis politiques qui sont sérieux de pouvoir déjà commencer à envisager l'avenir en rapport avec ces perspectives électorales. Et donc, une nouvelle équipe a été mise en place pour pouvoir redynamiser les partis, affûter nos armes pour pouvoir aller vers de prochaines élections. Donc, l'AFDC se porte merveilleusement très bien. Et l'AFDCA, qui est le regroupement politique, parce que parfois les gens nous posent la question, mais c'est quoi la différence entre AFDC et AFDCA? Donc la différence, elle est toute simple. AFDC, c'est le parti politique de Modeste Bahati. AFDCA, c'est le regroupement politique qui a été créé parce que, vous savez, en 2018, la contrainte électorale avait voulu à ce que, en instaurant les seuils dans la loi électorale, le parti politique s'est mettre ensemble pour pouvoir atteindre les seuils électoraux qui étaient imposés dans la loi. Donc, il y a plus de 40 partis politiques qui sont affiliés à l'AFDC, qui aujourd'hui forment l'AFDCA comme regroupement politique. Donc, voilà un peu les décors Très bien. Qui est planté. Alors, dites-moi, revenons un peu à l'AFDC à l'époque du PPRD. Il était dit par certains, enfin du FCC, il était dit par certains que ils redoutaient les présidents de l'AFDC parce qu'ils les trouvaient trop ambitieux et que cela faisait ombrage au leadership de l'époque qui était incarné par
par Joseph Kabila, qui est toujours d'ailleurs l'autorité morale du FCC à ces jours. Et on trouvait le professeur Modeste Bahati trop ambitieux, et donc il y avait aussi un problème de fiabilité. Non, vous savez, la politique, c'est le monde des ambitieux. Vous ne pouvez pas vous inscrire dans une logique de faire de la politique si vous n'avez aucune ambition. Et même les partis politiques, lorsque ils s'organisent, les gens viennent avec leurs ambitions. Certains ont l'ambition d'être gouverneurs, d'autres ont des ambitions d'être bourgmestres, d'autres ambitions d'être des ambassadeurs, certains ministres. Et en fait, les partis politiques, c'est l'ensemble de tous ces mondes qui ont des ambitions et qui voudraient servir la République. Donc, on ne peut pas interdire à un Congolais qui a une vision pour son pays d'avoir des ambitions placées même au plus haut niveau, dans la mesure où la Constitution de la République déjà reconnaît la liberté accordée à tout Congolais, les droits d'être candidat président de la République, les droits d'être candidat député. On ne peut pas interdire à un acteur politique d'exercer ses droits et libertés. Et donc, dans la mesure où le leadership de Modeste Bahati commençait à gêner certains, parce que, vous savez, même au niveau du FCC, l'FDC a été pratiquement la première force politique. Deuxième force, tout simplement parce que le PPRD est allé aux élections avec des partis mosaïques, hein, PPPD, AAA, mais dans l'ensemble, le PPRD qui s'était présenté aux élections n'avait pas recueilli plus de députés en nombre de moissons que l'AFDC. Mais après les élections, ils se sont reconstitués ensemble pour dire que le PPRD avait un total de 117 députés. Donc voilà. Mais en réalité, le parti enregistré au niveau du ministère de l'Intérieur plaçait l'AFDC de Modeste Bahati au devant de la scène. Et donc, c'était tout à fait normal que lorsque vous êtes un parti phare au sein d'un regroupement, qu'au moment de la répartition des responsabilités, vous puissiez ambitionner prendre la tête des institutions. Si le PPRD avait pris à l'époque la primature, il était tout à fait normal que l'AFDC, qui était la deuxième force de ces regroupements ou de cette structure mastodonte qui était le FCC, il était normal que l'AFDC puisse prendre soit la tête de l'Assemblée nationale ou la tête du Sénat. Mais bon, il y a eu des injustices en interne qui ont fait, comme vous l'avez dit, certains considéraient que Modeste Bahati avait des ambitions trop démesurées alors que son parti arrivait en second lieu. Donc, il y avait des injustices à tout moment. Oui, on comprend, mais c'est ce qui a fait. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui qu'il y a finalement justice et que les ambitions de l'AFDC et FDCA sont aujourd'hui assouvies au sein de l'Union sacrée? Au sein de l'Union sacrée, nous nous sommes contentés. Nous ne sommes plus allés dans la même logique. Cette logique-là qui faisait que le poids politique devrait être une priorité d'abord, parce qu'aujourd'hui, il y a des partis politiques ou de regroupements qui ont plus de députés que l'AFDC, alors qu'ils n'ont pas le même nombre de députés que l'AFDC. L'AFDC au total, députés nationaux, sénateurs et tous les élus nationaux au niveau de provinces nationaux, on est à la tête. Nous sommes les plus représentatifs. Mais on n'a pas voulu aller avec cette logique-là. On est à plus de 100 députés provinciaux, on a 70 députés provinciaux, on a 41 députés nationaux, nous avons 13 sénateurs. Donc, vous voyez, le total déjà, ça va au-delà des 100. Donc, mais on n'a pas voulu prendre ça pour un privilège, pour nous positionner devant l'UDPS ou devant les autres regroupements politiques, notamment Ensemble de Moïse Katumbi et l'UNC. On a 4 postes au niveau du gouvernement et nous nous sommes contentés de cela. Oui, c'est vraiment contenté. Hein. Nous nous sommes contentés. Parce qu'en fin de compte, les postes que vous avez les plus importants, c'est président du Sénat. Et le président du Sénat, il est là juste, il est coiffé par le président de l'Assemblée nationale, tout compte fait. Bon, protocolairement, oui. Mais vous savez, c'est la même institution, Assemblée nationale et Sénat. C'est la deuxième institution de la République après
après le président. Sauf qu'il peut être vice-président de la République, c'est peut-être ça l'avantage. Ben voilà, donc on ne souhaite pas que le chef de l'État soit empêché pour que nous puissions exercer cette fonction. Nous lui souhaitons pleine santé et qu'il puisse accéder à son deuxième mandat constitutionnel et nous sommes là pour l'accompagner. Donc nous sommes là, nous nous sommes contentés de servir la République. Hein, on n'a pas voulu faire passer la polémique de ces poids politiques au niveau de l'Union sacrée, parce que nous pensons que l'Union sacrée, c'est d'abord des Congolais qui aiment le pays, des Congolais qui veulent servir le pays autrement. Oui, en tout cas, il faut que vous le disiez, parce que quand on veut écouter ailleurs, on n'a pas ce message-là. Les pays, le chef de l'État lui-même l'a dit, les pays est mort, et beaucoup d'autres l'ont dit déjà avant lui. Et donc, au point qu'on se demande aujourd'hui, 3 ans, pourquoi faire Félix Tshisekedi à la tête de la République? Ça a été quand même un gâchis quelque part. Ça a été un espoir. Vous savez, l'alternance a suscité de l'espoir. Le 30 décembre 2018, lorsque les Congolais se sont présentés à l'urne, se sont présentés pour 2 choses. Premièrement, pour rompre avec le passé, la rupture avec le régime Kabila. Deuxièmement, c'était pour instaurer le changement. Et les candidats de l'opposition incarnaient au fait cet espoir-là du peuple congolais de voir un nouveau Congo renaître de ses cendres. Et Tshisekedi, en prenant les pouvoirs, a suscité cet espoir. Et aujourd'hui, je crois que il a eu à poser certaines actions en faveur de la population. C'est vrai que beaucoup reste à faire. Je ne suis pas venu ici sur ce plateau pour dire que le bilan des 3 ans est positif, d'autant plus que le bilan du chef de l'État est une mandature de 5 ans. Donc je considère qu'on ne peut pas, sur base des actions qui ont été imprimées au bout de 3 ans, dire si le bilan est positif ou négatif. C'est au bout de 5 ans qu'on pourra dire réellement que le bilan est positif. Mais on peut, à mi-parcours aussi, noter des efforts qui ont été déployés par le gouvernement, notamment avec la question de la gratuité de l'enseignement. Vous savez mieux que moi que lorsque la Constitution a été promulguée en 2006, cette volonté du Constituant a été inscrite dans la Constitution, dans son article 43, qui a voulu à ce que la gratuité de l'enseignement puisse être effective. Mais tous les mandats du président Kabila, cette disposition de la Constitution est restée stérile. Donc c'est à l'avènement. Vous semblez oublier la gratuité progressive qui avait été lancée avec le ministre Maker Mangou. Je n'en connais rien du tout. Je n'en sais rien. Et vous êtes ici à Kinshasa avec moi, je ne sais pas si vous avez vécu cette gratuité, à quel endroit de la République. J'entends parler, j'entends les gens du PPRD en parler, mais je n'en connais rien du tout. J'ai vu la volonté du chef de l'État être traduite à travers cette activation de l'article 43 de la Constitution et rendre effectivement effective cette gratuité. C'est vrai qu'elle a souffert de beaucoup de difficultés liées à plusieurs facteurs, notamment le Covid, mais aussi, bon, j'ai dit, c'était une volonté exprimée, mais aussi, ça n'a pas été bien agencé, bien pensé, parce qu'il faut dire la vérité au Congolais. Oui, vous êtes sincère. Non, parce que il faut de la sincérité. Parce que la gratuité, elle a été un gros flop, parce qu'elle a été mal conçue, mal exécutée. Et elle a été lancée avec simplement l'objectif de faire un effet d'annonce. Est-ce qu'il avait été répertorié le nombre d'écoles? Est-ce qu'il avait été répertorié le nombre d'élèves qui allaient de ces faits se retrouver et absorbés dans les systèmes? Est-ce qu'il a été inventorié les besoins en termes d'enseignants et des rémunérations? Vous savez, au bout de compte, on se rend compte que ça a juste servi de faire un effet d'annonce simplement. Aujourd'hui, on est revenu à ce qui se faisait avant. Mais vous savez que l'État est une continuité. Ouais. Nous avons vu dans les budgets qui ont précédé l'avènement de Tshisekedi au pouvoir, les budgets avaient intégré la construction des 1000 écoles. Lorsque Tshisekedi arrive au pouvoir, il sait que les 1000 écoles existent. Parce que, écoutez, c'est sérieux ce que je suis en train de dire. Lorsque vous n'êtes pas encore au pouvoir,
Vous n'avez pas les instruments qui vous permettent d'évaluer la situation du pays dans son ensemble. Ouais. Les Congo, c'est 2 345 000 km². Il n'y a aucun parti politique, aucun regroupement politique qui n'est pas l'État, qui puisse avoir des données fiables de ce qui se passe dans la République. Il faut accéder à ces postes de responsabilité pour que vous puissiez facilement avoir des données officielles. Donc, lorsqu'on décrète la gratuité, ben on sait qu'il y a 1000 écoles qui ont été construites par les régimes précédents. Non, vous aurez pris soin de vérifier quand même. Hein. Mais justement, mais lorsqu'on décrète maintenant la gratuité, on se rend effectivement compte que il y a des surpopulations au sein dans les salles des classes. Mais qu'est-ce qui se passe? On se rend effectivement compte qu'on nous avait annoncé la construction des 1000 écoles, mais qui n'existaient pas. En réalité, il y a des gens qui devraient être audités. L'argent est sorti des caisses de l'État. Mais ça, c'est une sérieuse voilà. brouette. Vous dites voilà, que justement. Donc aujourd'hui, la gratuité sous Félix Tshisekedi n'a pas marché parce que je n'ai pas dit que ça n'a pas marché. Avant lui, il y avait des gens qui avaient promis il faut reconnaître ici que la gratuité a marché. S'il faut donner un pourcentage, je dirais à 65% des réussites de la gratuité. 65% sur l'effectivité. Parce que la vérité, c'est quoi? C'est qu'il y a 4 millions d'élèves qui ont accédé à l'éducation des bases aujourd'hui. Ils peuvent apprendre à lire, ils peuvent apprendre à écrire et à calculer aujourd'hui. On peut espérer qu'avec cet accès, le taux d'analphabète dans les pays sera sensiblement réduit. Ça, c'est un avantage de la gratuité. Avec la gratuité, il y a des enseignants qui, à l'époque, percevaient 72 000 francs congolais, 85 000 francs congolais. Mais aujourd'hui, avec la gratuité, les enseignants de l'école primaire ont 404 000 francs congolais. Ce n'est pas beaucoup, mais c'est une avancée considérable. Il faut les reconnaître. Il faut être de mauvaise foi. Hein. Il y a des enseignants qui ont été mécanisés. À l'époque, ils n'étaient pas mécanisés. Dans les circuits financiers de l'État, ils n'étaient pas connus. Donc, quand la gratuité arrive, ils sont mécanisés. Et voilà, donc il faut reconnaître aujourd'hui que les effets de la gratuité sont là. Mais, comme j'ai dit, il faut être sincère avec nous-mêmes aussi, parce que quand on a vu les chefs de l'État faire les tours dans l'espace Kasaï, on lui a dit quelque part que la gratuité n'existait pas dans ces coins-là. Donc il faut qu'il y ait un travail de suivi qui accompagne cet effort de la gratuité. Mais c'est dans cet espace que les chefs de l'État, selon certains, ont commis quand même un certain nombre d'erreurs, en ce sens qu'il s'est découvert un côté... je vais dire, régional ou tribal, avec ses propos liés à la consanguinité avec les siens, et qu'on découvrait un chef de l'État qui était surpris de découvrir son État. Il découvrait l'État. C'est à se demander bien qu'est-ce qu'il avait fait depuis tout ce temps pour tenir ces genres de propos. Comme un livre avait été publié en France à propos par Hollande lui-même, c'est des choses qui ne se disent pas. Non, mais un chef de l'État ne devrait pas le dire. Non, je crois que ça dépend. Nous sommes africains. On a nos adages. Je pense que le chef de l'État n'a pas été à sa première tournée au Congo. Le chef de l'État est arrivé à Goma, il a dit qu'il était prêt à mourir pour Goma. Le chef de l'État a les sang congolais. Partout il est chez lui. En fait, je crois que c'est un faux débat. Le chef de l'État veut simplement s'identifier aux Congolais de tous bords. Lorsqu'il arrive au Sankourou, mais il a évoqué le fait que ses arrière-grands-parents étaient des Sankourou. Lorsqu'il arrive à Goma, il dit « je suis votre beau-frère » parce que sa femme est de ce côté-là. Donc je crois qu'il ne faut pas séparer les Congolais de toutes les ramifications qu'on peut rencontrer, cette émulation, voilà, des rencontres dans... Mais vous savez que le tribalisme est parmi les fléaux qui, j'allais dire, neutralisent les avancées dans ces pays. Justement, un tel propos dans un pareil contexte. Ce n'est pas un propos tribal, pas du tout. En fait, ça a été mal interprété, mal relayé simplement par les ennemis de la République. Le chef de l'État a les sangs congolais. Il est congolais à l'est, il est congolais à l'ouest, il est congolais au nord et au sud. Donc il ne faut pas prendre ces propos. Dans chaque province, dans chaque ethnie, il y a des adages.
Tout simplement pour dire, vous n'allez pas me rejeter, même si je suis venu en retard lorsqu'il dit « Macha Moumeno ». Donc ça veut dire que vous n'allez pas me rejeter, vous êtes le mien. Il est aussi, ceux de Goma sont aussi les siens. Ceux du Nord Kivu, du Sud Kivu, du Katanga sont aussi les siens. Donc je pense que c'est un faux débat qui a été alimenté, qui a inutilement attisé la toile par des personnes qui voudraient nous donner l'image que nous avons un chef de l'État tribal. S'il était tribal, je pense que le premier séjour à l'intérieur du pays, il aurait fait chez lui dans les Kasaï. Nous rappelons ici que ça fait 3 ans qu'il a été élu, il n'a jamais été là-bas. Et avec les Kasaï, il a découvert la misère du pays dont il est à la tête, enfin, depuis 3 ans. Voilà, mais il faut aussi, parce que j'ai dit tout à l'heure là que l'État est une continuité. Donc ça veut dire que lorsque vous arrivez au pouvoir, il y a un pouvoir qui vous a précédé, qui a fait des efforts. Et ils se sont limités, par exemple, à construire 5 km de route. Vous arrivez, vous faites 5 autres kilomètres. Celui qui viendra après vous fera 5 km aussi, ça fait 15 km. Et la République continue. La République est une continuité. Lorsque Félix Tshisekedi arrive, il constate l'état misérable dans lequel se trouve la province. Ce n'est pas seulement la province du Kasaï. Allez-y dans l'espace équatorien. Hein? C'est pratiquement la même situation. Donc je crois que lorsqu'il y a un régime qui a précédé, comme j'ai dit, je ne peux pas comprendre aujourd'hui. Mais ça fait plus de 3 ans que Joseph Kabila n'est plus au pouvoir. Non, mais effectivement, mais il était au pouvoir pour faire quoi? Pour travailler. Nous nous sommes rendus compte qu'il était là, mais il n'a pas travaillé. C'est ce que nous dénonçons. Mais vous, depuis que vous êtes là, vous avez le temps de travailler. Et je voudrais, vous avez évoqué la gratuité, en fait c'est dans l'éducation. Mais il y a aussi un autre chantier qui est quand même un peu compliqué. La justice, ici, si elle élève la nation, effectivement, il faut quand même que vous puissiez faire attention parce que de plus en plus, on a l'impression que cette justice, elle est en réalité instrumentalisée, comme par les passés, par comment dire, les pouvoirs en place. Et aujourd'hui, je crois que le pouvoir en place compte déjà ses premiers prisonniers politiques. Je voudrais ici rappeler le cas de Ferdinand Kambere qui a été l'un de mes derniers invités sur ces plateaux. Prisonnier politique, Kambere, après avoir frappé quelqu'un, l'a blessé. Vous avez vu les vidéos? Vous les traitez de prisonnier politique. Vous avez suivi ce que le PPRD, son parti politique, a dit quand même. Mais la personne qui l'a accusé est d'où? Est du PPRD. Ardon Kabambi, membre du PPRD. Un conflit en interne entre membres d'un parti politique qui se solde à cette violence-là. Donc la justice ne doit pas s'en mêler. Si la justice s'en mêle, ça devient un dossier politique. Non, je ne pense pas. Mais il faut reconnaître aussi qu'au niveau de notre justice, les mauvaises habitudes ont la peau dure. Aujourd'hui, il y a encore, jusque-là, il n'y a aucune réforme qui a été faite au niveau de la justice. Ce sont les mêmes magistrats qui ont été depuis le régime passé. Ce sont les mêmes juges. Mais je crois, le chef de l'État l'a reconnu lors de son discours devant les 2 chambres réunies en congrès, que notre justice était encore mou. Il a félicité le travail que l'IGF faisait, mais il a reconnu qu'au niveau de la justice ne suivait pas et que la justice ne prenait pas les relais. Et il a appelé les conseils supérieurs de la magistrature à procéder à des réformes structurelles, mais aussi à des réformes en ce qui concerne les animateurs. Parce que ça fait pratiquement plus d'1 décennie que les magistrats n'ont pas été nommés. Donc comme j'ai dit, les mauvaises habitudes ont la peau dure, mais je crois que le gouvernement de la République est en train d'y travailler. Comme vous l'avez dit, la justice élève une nation. Nous croyons à la justice. Nous croyons que seule la justice peut aider notre pays à s'élever, mais comme je l'ai dit, ce n'est pas encore une justice parfaite. On doit encore y travailler. Il n'y a de politique que le social, disait quelqu'un d'heureuse mémoire, Arthur Zaïdingoma, paix à son âme. Est-ce qu'aujourd'hui le social de la population a progressé 3 ans après l'arrivée de l'Union pour la démocratie et les progrès sociaux au pouvoir? Vous savez, dire sur ces plateaux devant les téléspectateurs qui nous suivent que le social va bien, c'est mentir aux Congolais. Et moi, je ne suis pas dans cette politique démagogique. Dans la mesure où le chef de l'État, reconnaissant lui-même devant les congrès que le fonctionnaire de l'État avait du mal à nouer les 2 bouts du mois, ça veut dire qu'il y a un problème d'abord en termes de salaires qui sont payés à nos frères qui sont au niveau de l'administration publique. Donc il faut
y travailler. Mais les sociales, ce n'est pas seulement les salaires. Les sociales, c'est aussi la gratuité que nous évoquons ici. Les sociales, c'est aussi la réduction des prix des billets d'avion. Lorsque pour aller à Lubumbashi, pour acheter vos marchandises, vous payez à l'époque 350 $ et qu'aujourd'hui vous payez 198 $, c'est le social. Lorsque quelqu'un pour aller chercher ses mbisi à Kokauka dans l'espace équatorien, à Mbandaka, tout ça, payer plus de 200 $ d'avion, il paye aujourd'hui 90 $. J'ai dit 90 $ pour prendre l'avion de Kinshasa à Mbandaka. C'est les sociales. C'est autant de choses qui sont faites par les gouvernements, les sociales. Donc, le problème, c'est que notre appréhension du social, c'est seulement le ventre. Mais il est vrai que de ce point de vue-là, les gouvernements aussi y travaillent. Le gouvernement vient de relancer Bukangalonzo, qui était un projet qui était piloté dans le sens de nourrir non seulement la RDC, mais aussi l'Afrique. Ce projet qui a été un débâcle. Aujourd'hui, le gouvernement de la République a relancé les projets Bukangalonzo. Vous avez vu nos amis Koulouna ici à Kinshasa qui étaient assassinés par l'opération Likofi ici à Kinshasa. Il y a une politique qui a été mise en place pour les mettre à contribution aujourd'hui. Tous les Koulouna ont été envoyés à Kanyamaka CC où ils sont devenus des bâtisseurs. Ils nous envoient des maïs ici au Congo, à Kinshasa, pour que nous puissions les consommer. Donc, c'est autant de programmes. Daipen dans les Kasaï est en train a été relancé. Je crois que c'est autant de politiques qui sont menées. Vous avez vu, c'est vrai que la politique, ce n'est pas seulement les structurels, mais aussi les conjoncturels. Dans les cadres de pouvoir obtenir la réduction des prix sur les marchés des surgelés, les gouvernements avaient pris des mesures qui ont conduit les gouvernements à importer des surgelés afin d'obtenir, parce que les opérateurs économiques n'ont pas voulu négocier avec les gouvernements pour obtenir la réduction des prix des surgelés, ils n'ont pas voulu négocier et les gouvernements étaient obligés d'arrêter le mécanisme qui permette à ce qu'on importe des poissons, des surgelés de l'extérieur du pays pour pouvoir obtenir la réduction, les vendre à moindre frais. Comme vous savez, les principes économiques, lorsqu'il y a cette concurrence-là, ça fait que ceux qui vendaient au plus cher sont obligés de rabattre leur prix afin que la concurrence puisse être équitable sur le marché. Donc, le gouvernement, au-delà de cela, a arrêté des politiques pour acheter des bateaux de pêche afin que nous puissions développer une industrie de la pêche qui permet aux Congolais de manger les poissons qui se trouvent dans son fleuve. Donc, je crois que le gouvernement a autant de programmes. Des routes sont en train d'être construites pour permettre l'évacuation des nourritures qui sont produites à l'intérieur du pays pour les centres de distribution, dans les centres de consommation. Donc, je crois qu'il y a autant de politiques qui sont menées, mais comme j'ai dit, le bilan, il est de 5 ans. Il y a des projets qui sont en cours, qui n'ont pas encore fini. Mais au bout de 5 ans, nous allons effectivement montrer aux Congolais, où les Congolais auront constaté eux-mêmes que leur vie a sensiblement été améliorée pendant les mandats de Félix Tshisekedi. Oui, je voudrais bien vous croire. Bon, vous avez évoqué les aspects, certes, liés à l'économie, mais bon, je ne veux pas qu'on fasse les ping-pong, mais vous êtes sans savoir que ceux qui prennent les avions, ce n'est pas les communs des mortels. Il y a quand même une population plus importante qui utilise d'autres moyens que les avions, parce que étant réservés à une catégorie. Mais il demeure des défis, par exemple dans les domaines de la santé, aujourd'hui. Il y a aussi une question lancinante sur la richesse de la population congolaise. Est-elle plus riche aujourd'hui qu'hier? À quand est-ce que la richesse de la RDC va-t-elle rejaillir sur la population? On a l'impression qu'on prend les mêmes, et on recommence le même système, parce qu'on voit tout autour du chef de l'État beaucoup de cas de malversation, de corruption, d'enrichissement sans cause. Ça, c'est bien les caractéristiques des régimes asociaux, régimes politiques asociaux, dictatoriaux. Il en a tout l'air, même si dans toute cette marmaille, il a un atout, un avantage d'être issu de la famille de quelqu'un qui a mené une lutte historique dans ces pays et pour laquelle plutôt
on lui accorde encore les bénéfices du doute. Mais sinon, Félix Tshisekedi passerait bien comme n'importe quel dictateur en Afrique. J'ai dit ici tout à l'heure, je disais que je ne fais pas de la politique démagogique. Cette politique qui veut faire croire aux Congolais que Félix Tshisekedi les a pris dans un enfer et qu'il les amène dans un paradis. Ça, c'est une démagogie que je ne peux pas tolérer. Ça aurait dû être le cas, succéder à Kabila. Non. Et ne pas faire mieux. Il faut être un vrai Congolais. Il faut connaître la réalité de ces pays pour pouvoir, en un mandat de 5 ans, il est pratiquement impossible. Mais c'est l'UDPS qui invectivait Kabila. Je ne suis pas de l'UDPS, je ne parle pas en son nom. Je suis en train de parler des principes. Parce que moi, je ne suis pas de l'UDPS. Oui, je sais, mais aujourd'hui, c'est l'Union sacrée, c'est un grand UDPS et allié. Faire croire que le Congo, avec Félix Tshisekedi, c'est un paradis ou sera un paradis, c'est un gros mensonge. Il faut noter plutôt que Félix Tshisekedi travaille dans le sens de remettre le pays sur les rails parce que le Congo a déraillé depuis un temps. Le travail qu'il est en train de faire, c'est quoi? C'est de poser les jalons. Même lorsque vous construisez une maison commence toujours par une fondation. Il faut trouver un terrain. Mais sincèrement, j'ai l'impression d'écouter les kabylistes. À une époque, ils tenaient ce même discours que les pays avaient été tellement endommagés par les moboutistes qu'ils doivent tout refonder. Mais vous faites la même chose. Contrairement à nos amis, nous avons des faits. Quand je parle de la gratuité, c'est un fait. Quand je parle de la réduction des prix des billets, c'est un fait. Quand nous parlons de la réduction ou de cette politique qui a fait qu'on importe, ou de cette politique qui veut que nous puissions avoir une industrie de pêche, c'est un fait. Mais c'est bien une goutte d'eau dans l'océan des problèmes des Congolais, tout ça. Justement, mais c'est quel budget que nous avons aussi. Donc il faut d'abord changer ces paradigmes-là. Aujourd'hui, nous avons un budget de 10 milliards de dollars. C'est la première fois que vous avez un budget de 10 milliards de dollars. On ne devrait pas s'en féliciter, c'est bien risible dans quand un même pays par rapport... Dans un pays où il y a plus de 100 millions d'habitants, dans un pays à construire. Vous voyez avec le projet qui est annoncé par le gouvernement, développement de 145 territoires, voilà des projets qui reçoivent 10 000 dollars les territoires. 10 millions. 10 millions de dollars. 10 millions de dollars par territoire. Okay. Voilà, donc lorsque nous voyons ce genre de projet, nous disons effectivement que les pays n'étaient pas dirigés à l'époque. Si on parle des 145 territoires déjà, où il n'y a pas des infrastructures de base, pas d'hôpitaux, pas d'écoles, pas de forage d'eau, pas d'eau, pas de soins de santé, même l'absence de l'État, pas de bâtiments administratifs. Il y a des coins de la République où les gens utilisent la monnaie de l'Ouganda. Oui, bien sûr. Donc, ça veut dire qu'il y a l'absence de l'État quelque part. Nous croyons avec le projet qui est annoncé, les projets des 145 territoires, ces projets qui en réalité devra être mené, je pense que c'est le cas, comme c'est un projet dont la compétence elle est concurrente avec les provinces, gouvernement central et provinces, mise à contribution les territoires, les administrateurs du territoire, nous pensons que ce projet connaîtra du succès et permettra aux Congolais de pouvoir accéder le plus rapidement possible aux besoins sociaux de base qui est prôné par les chefs de l'État. Oui, tout à l'heure, je suis en train de parler des antivaleurs qui minent aujourd'hui l'entourage du chef de l'État. Mais en fait, je crois que si Félix Tshisekedi a trouvé de la sympathie au sein de la population, ce n'est pas trop pour ce qu'il va amener tout de suite. Mais les gens se sont retrouvés en lui par rapport à un combat qui était les leurs. Donc par rapport aux valeurs. Mais au fur et à mesure qu'on avance, on a l'impression que ces valeurs ne font plus partie de son quotidien. Aujourd'hui, il s'en est bien éloigné et il vit, il jouit de sa position. Et pensez-vous que de ce point de vue, on puisse encore lui faire confiance en 2023 pour lui donner un quelconque mandat? Je crois que le chef de l'État, déjà, constitutionnellement, il mérite un second mandat, constitutionnellement.
crois que ce n'est pas un acquis, les seconds mandats. Mais je crois que c'est parce qu'il aura aussi imprimé une volonté que les Congolais n'ont pas retrouvée dans les régimes précédents. Parce que vous savez, la meilleure manière d'évaluer aussi un régime, au-delà du programme que les régimes proposent comme alternative, il y a aussi cette manière sociologique qui fait que les gens se réfèrent au régime précédent pour pouvoir évaluer l'actuel. Oui. Donc les Congolais, mettant en symbiose le programme du gouvernement qui a été voté à l'Assemblée nationale, mais aussi ces faits sociologiques, pourront, puisqu'ils sont les grands bénéficiaires de cette action du gouvernement, eux-mêmes apprécier si le président de la République mérite ou non un second mandat. Mais vous savez, accorder un mandat ou l'appréciation d'un mandat pour un chef de l'État ou pour la population varie selon les besoins de l'un et de l'autre. Si pour vous, le chef de l'État pourrait être reconduit simplement parce qu'il a... certaines personnes ne voteront le chef de l'État simplement parce qu'il aura donné l'eau aux Congolais. Simplement pour l'eau. Les gens qui habitent des quartiers comme Upen, où l'eau ne coule pas pendant 20 ans, Sangamamba, où l'eau ne coule pas. Certaines personnes, les fait seulement de voir l'eau 24 heures sur 24 sur leur robinet couler, ils disent « moi je vote Tshisekedi ». Certains, parce qu'ils ont été privés d'électricité pendant autant d'années, l'effet pour eux d'avoir chez eux l'électricité en permanence, de ne plus acheter les carburants pour alimenter leur groupe électrogène, ne plus se déplacer pour aller repasser chez les voisins, pour eux, Félix Tshisekedi a réussi. Donc, je dis, l'appréciation de chacun varie. Pour les parents dont les enfants ont bénéficié de la gratuité, il dit Félix a réussi. Parce que j'ai épargné l'argent. L'argent m'a permis de faire autre chose que investir dans l'éducation parce que les enfants ont bénéficié effectivement de la gratuité. Pour ces parents-là, Félix a réussi. Donc, je dis, l'appréciation du mandat varie selon chacun. Ce n'est pas parce que tous les Congolais auront trouvé de l'emploi qu'ils vont voter Tshisekedi. Ce n'est pas parce que tous les Congolais auront mangé à satiété qu'ils auront voté. Donc, je dis, chacun, selon le besoin, l'attente qu'il aura en rapport avec son besoin, si le gouvernement rencontre ses besoins, c'est un motif pour ces Congolais de pouvoir accorder un second mandat au président de la République. Pour ce qui concerne l'AFDCA, ben, les choses, la messe est déjà dite. Tshisekedi, c'est votre candidat à la présidentielle l'année prochaine. On n'y revient pas. Ça a été dit. C'est une décision de la conférence des présidents et nous assumons. Mais nous demandons aussi à tous ceux qui accompagnent Félix Tshisekedi de s'assumer. On ne peut pas comprendre que vous êtes à l'union sacrée, jouissant des privilèges de l'union sacrée, des avantages de l'union sacrée, et que vous jouez à l'opposition au sein de l'union sacrée. Il faut que chacun s'assume politiquement. Il ne faut pas jouer à la chauve-souris au sein de l'union sacrée. Et nous appelons tous nos amis qui sont à l'union sacrée de s'assumer. Donc, mais on peut dire que tactiquement, vous êtes déjà sur le coup d'après, hein, connaissant votre intelligence politique au sein de ces regroupements et du parti politique. Vous jouez déjà la carte de l'après 2023 et votre positionnement aussi. Ben, un politique, c'est un visionnaire aussi. Il n'est pas interdit d'avoir des projections en rapport avec l'après 2023. Donc, la politique, vous jouez, nous sommes des futuristes. Oui, en réalité, donc, votre soutien à Félix Tshisekedi est déjà comme une monnaie d'échange, hein? Rien à voir, mais la politique, c'est un jeu d'intérêt. Mais parce que le président de la République lui-même bénéficie de notre soutien, vous pensez que c'est gratuit en politique? Il ne faut pas tromper le peuple congolais. En politique, il n'y a rien de gratuit en politique. Voilà. Lorsque tous ceux qui sont au gouvernement, c'est parce qu'ils ont à un certain moment apporté leur soutien au président de la République, au niveau de l'Assemblée nationale. Tout ce qui constitue aujourd'hui l'union sacrée ou la répartition des postes au sein du gouvernement a été fait au prorata des poids politiques de chaque groupe. Donc voilà, ceux qui ont apporté plus ont bénéficié plus, ceux qui ont apporté moins, voilà, c'est même un principe biblique. Tout à fait. Mais le souci, c'est que tout cela paraît comme un entre-soi. Vous partagez les postes, vous partagez... La finalité, c'est les peuples. Oui, vous partagez l'argent, mais vous coupez de la population et vous allez revenir seulement aux élections. Entre 5 ans, la population n'a qu'à se démerder. Il faut attendre 5 ans après, donc l'année prochaine, pour commencer à distribuer des cadeaux. Et, donc, quelque part, vous voulez maintenir la population dans
d'une sorte d'infantilisation qui ne lui permet pas d'avoir l'essence objective pour pouvoir vous sanctionner. Non, non. Je ne dis pas vous, je parle de l'homme politique congolais de manière générale. Si c'était le cas, on aurait maintenu cette population dans l'analphabétisme. Parce que la meilleure manière de soumettre un peuple, c'est de lui priver du droit à l'éducation. Mais lorsque vous permettez à un peuple d'accéder à l'éducation, vous lui donnez la connaissance, le vrai jugement. On ne peut pas comprendre que nous soyons dans cette logique de vouloir maintenir la population dans cette situation et de lui accorder ces privilèges constitutionnels, ces droits constitutionnels de pouvoir être clairvoyant à travers l'éducation. Donc moi je dis, ce n'est pas notre appréhension de la politique. Moi j'ai toujours considéré que toute action politique a pour finalité le social. Donc tout ce que le gouvernement est en train de faire aujourd'hui, c'est pour un but social, pour que les Congolais aujourd'hui se sentent mieux dans son pays. Nous sommes fatigués de voir les Congolais aller jouer au divi-loterie. On est fatigué de voir les Congolais faire la queue à l'ambassade ou au ministère des Affaires étrangères pour chercher les passeports. Nous voulons les Congolais vivre dans son pays, même sans passeport, se promener avec sa carte d'électeur ou sa carte d'identité à travers les pays, faire le tour de la RDC avec les moyens que l'État aura mis à sa disposition. Mais ça ne va pas se faire avec des déclarations. Non mais justement, nous y travaillons, les gouvernements républicains y travaillent. Lorsqu'on a évoqué la question en rapport avec la réduction des prix des billets d'avion, c'est déjà un bon début. À moins que vous ne vouliez pas reconnaître les efforts qui sont fournis. 2023, et c'est déjà une partie gagnée à l'avance. C'est un match en différé pour Félix Tshisekedi. Pas du tout. Dans la mesure où il a verrouillé la CENI. Pas du tout. La CENI est la volonté du constituant. Ce sont les députés nationaux, ce sont les sénateurs qui votent les lois. Ils ont voulu à ce que la CENI puisse avoir la configuration comme actuellement, cette configuration qui fait qu'il y ait société civile, majorité opposition. Voilà. Ce n'est pas la volonté de Félix Tshisekedi. Il n'est pas parlementaire. Donc, le Congolais... Il a quand même pu réussir les tours de force pour débaucher 3 gars de l'Assemblée, et plutôt du FCC, contre l'avis de cette plateforme, quand même. C'est des choses qui ne se font plus, quoi. Non, mais est-ce que les députés sont des personnes qu'on téléguide? Ce sont des personnes, des marionnettes de regroupement politique? Mais ces députés ne sont représentatifs que sur le soubassement de leur plateforme. Si vous les prenez individuellement, ils n'ont aucune signification. Non, mais ils n'ont pas été pris individuellement. Ils ont été présentés par le... la loi veut que ça soit le parti qui sont représentés au niveau de l'Assemblée nationale qui présente les candidats. Et c'est ce qui a été fait. Didi Manara a été président du groupe parlementaire. Et aussitôt désavoué. C'est pas normal. Hein. Non, mais ça a été fait à quel moment? Il a été désavoué à quel moment? Après qu'il ait déposé sa liste. Donc, moi, je considère que c'est un faux débat. Et je félicite les amis qui ont compris qu'on ne pouvait pas bloquer la machine à cause des intérêts égoïstes d'un groupe qui ne veut pas, en principe, aller aux élections. Parce que, sachant qu'ils sont désavoués, aujourd'hui, il faut applaudir mon ami Constant Mutamba, il faut l'applaudir. Il faut applaudir Agema Tembo, il faut applaudir Didi Manara, qui ont compris que l'État ne peut pas se soumettre à des familles politiques, des faits qui n'existent même pas légalement. Donc voilà, ce sont des personnes encouragées, ce sont des héros. Ce sont des héros. Constant Mutamba, c'est un héros. Très bien. Bon, voilà, nous allons terminer par là, M. Chris Mukendi. Un propos libre de votre part pour terminer? Non, mais merci pour l'invitation. Je pense que les Congolais auront saisi la quintessence du message que j'ai apporté. C'est vrai que tout le monde veut évaluer les mandats du chef de l'État pour les 3 années. Mais comme j'ai eu à les rappeler, le mandat, il est de 5 ans. Je ne dis pas que le mandat, il est positif, mais je vous ai montré que le chef de l'État a posé des actions qui améliorent sensiblement ou de manière progressive la situation de la population congolaise et que les deux prochaines années qui arrivent, avant les élections, nous croyons qu'il aura atteint les degrés de satisfaction que les Congolais attendent de son action. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Merci à vous aussi, madame, monsieur, de nous avoir accordé de votre attention. À très bientôt. Au revoir.